Les techniciens de Boeing ont tout fait pour réduire les risques. Mais ce test oblige Rowdy à voler tellement près du sol que la moindre erreur, le moindre problème technique serait fatal. Une section de la piste a été marquée, reproduisant les dimensions d'un pont de porte-avions. Ça a l'air de coller. Compris, Phantom 3. Dans une salle de contrôle à des kilomètres de là, les ingénieurs de chez Boeing observent à la loupe le comportement de l'avion. Le pilote apprend les corrections et le toucher qu'il doit imprimer aux commandes. Mais c'est aussi la réactivité de l'avion au doigté du pilote qui entre en ligne de compte. C'est la combinaison de ces facteurs qui détermine le comportement de l'avion à l'approche du navire. Comme sur un vrai porte-avions, Rowdy reçoit des informations visuelles grâce à un système d'aide optique appelé les Fresnel. S'il peut s'aligner correctement sur le signal couleur ambre émis par la lampe, il sait que l'approche s'effectue selon un angle sûr et qu'il se posera sans encombre. Il reçoit également d'autres informations d'un officier de pont qui observe la descente au sol. Sur un vrai porte-avions, cet officier donne une note pour chaque appontage. Nous n'allons pas noter ce que fait Rodway aujourd'hui. C'est un aviateur chevronné qui sait effectuer les corrections. Ce qu'on essaye de voir ici, c'est comment l'avion se comporte quand on applique certaines corrections. À chaque essai, le niveau de difficulté augmente. Pour recréer les conditions du réel, Rowdy commence une approche en descendant trop vite ou sous un angle trop pentu, puis il essaie de corriger. Ça alors, incroyable. Le X de X-32 signifie expérimental, mais parfois cela peut vouloir signifier inconnu. Lors d'un vol d'essai, le pilote Dennis O'Donoghue se retrouve en difficulté. Nous faisions un test de routine avec l'appareil pour voir si, en cas de coupure moteur, on pouvait rallumer. Soudain, une alarme s'allume, indiquant que le système de freinage des roues du train ne fonctionne pas. Réponds-moi. Tu veux rallumer ou couper? Il ne peut pas rallumer, il faut qu'il rentre. Phantom 3, ici contrôle. Il faut rentrer à la base. Rentrer à la base, puis-je rallumer? Négatif. Suspectant une panne du voyant, O'Donoghue ramène l'avion pour le poser sur la piste. Mais sans frein, il va sans doute manquer de longueur, risquant sa vie et sa réputation de pilote. Casser un prototype coûtant des millions de dollars ne ferait pas très pro sur son CV. En touchant la piste, j'ai appuyé sur la pédale de frein, rien. Donc j'ai remis les gaz et j'ai redécollé. Phantom 3, ici contrôle. Il faut rentrer à la base. C'est confirmé, les freins ne répondent plus. Il faut donc appliquer le plan B, éviter la casse de cet avion du 21e siècle grâce au lit d'un lac vieux de 2 millions d'années. J'avais toute la surface du lac devant moi. Je me suis posé et j'ai laissé l'avion s'arrêter tout seul. Sans le lac asséché, la récupération aurait été beaucoup plus risquée, beaucoup plus. Après un mois de vol sans souci majeur, la chance de Boeing semble tourner. La réparation des freins révèle un gros problème de logiciel. L'avion reste cloué au sol. Et comble de malchance, Boeing va maintenant devoir partager le ciel d'Edwards. Car le jour même, le prototype Lockheed est enfin prêt à sortir de son hangar pour se lancer dans la bataille. C'est le chef pilote d'essai Tom Morgenfeld qui doit en assurer le premier vol. Il a piloté toutes sortes d'appareils, depuis les premiers avions furtifs jusqu'à des avions secrets encore classifiés, et on ne peut pas dire qu'il manque d'expérience. De plus, il connaît bien les risques liés au vol d'essai.
En 1992, alors qu'il était aux commandes d'un prototype YF-22 de l'Air Force, une panne d'ordinateur sur son appareil a déclenché une série de violentes oscillations. Moteur en flammes, l'avion a glissé sur le sol désertique sur près de 2 km et Morgenfeld en est sorti indemne. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, ce pilote à la réputation légendaire s'apprête à grimper dans une autre machine qui n'a encore jamais volé. Je suis au pied du mur maintenant, je suis dedans jusqu'au cou. La première fois qu'on décolle avec un nouvel avion, c'est un immense plaisir. Le cœur bat à 100 à l'heure et l'adrénaline coule à flot. Selon une vieille tradition maison, Morgenfeld emporte avec lui les portefeuilles et les clés de voiture du chef d'assemblage, Ed Borer, et des autres responsables du prototype. C'est une marque de confiance. Thank you. And hat trick on condition, you're clear 2.0, 2.1. On est en l'air, les gars, c'est génial. Roger, copy. Je suis tellement ému. C'est génial. Vérif achevé, tout va bien. D'accord, train sorti à mon décompte. 3, 2, 1. Trappe ouverte, tout marche à merveille. Compris, c'est super. Chapeau. 22 minutes après le décollage, le premier vol s'achève. Le prototype Lockheed touche le sol de sa nouvelle résidence. Bienvenue à Edwards, autorisation de fin de vol. Bien reçu. C'est un type formidable qui prend bien soin de mon bébé. Désolé, j'ai dû te retenir, il le fallait. Beau boulot, vieux. Quel avion, magnifique. C'était super. Formidable. Merci beaucoup. Vraiment impressionnant. J'aurais bien voulu continuer. J'espérais qu'on me laisserait voler plus longtemps. L'avion est au point. C'est génial. On va lui donner du fil à retordre à cet avion et le malmener dans tous les sens. C'est le but du jeu. Effectivement, dès le lendemain, le prototype Lockheed est de nouveau en l'air. Et une suite soigneusement orchestrée de figures révèle petit à petit les capacités réelles de l'appareil. Des pas de bébé, comme on dit. Des petites étapes analytiques significatives. Nous ne voulons pas pousser l'avion, ni les pilotes, ni même l'équipe technique au-delà de leurs capacités. Le lieutenant-colonel Paul Smith, nom de code TP, est le chef pilote d'essai délégué par l'Air Force pour tester le prototype Lockheed. Comme tous les pilotes, il a passé de nombreuses heures dans le simulateur. Mais il est tout de même surpris par les sensations que procure la machine réelle. Le plus incroyable, c'était l'énorme puissance disponible fournie par le réacteur. Je n'avais encore jamais ressenti ce genre de choses. La sensation d'être éjecté par une lance à incendie, une incroyable accélération régulière qui pousse dans le dos, et l'impression de monter un étalon prêt à foncer quoi qu'il arrive, là où je voulais qu'il aille. La bête de Lockheed se comporte comme un étalon aussi sur un autre plan. Comme tous les avions de combat, il a en matière de carburant un appétit de cheval.
Bien que ce ne soit pas une exigence du GSF, Lockheed veut ravitailler son nouvel avion en vol. Il faut rattraper le temps perdu et le déroulement du programme d'essai très chargé en dépend. Avec 2 vols seulement à son actif à bord du GSF, TP va tenter l'un des tests les plus risqués du programme. Le ravitaillement en vol a toujours été pour moi une chose impressionnante, car pendant toute ma carrière, on n'a cessé de me répéter « Ne laisse jamais quoi que ce soit toucher ton avion, évite les tirs du sol, les missiles. » Et après, la première chose qu'on me demande, c'est de retrouver un ravitailleur et laisser celui-ci toucher mon avion. À 6000 mètres d'altitude, TP retrouve un KC-135 bourré de carburant. Le ravitailleur allonge doucement la perche télescopique vers le réceptacle situé à l'arrière du cockpit du prototype. TP s'approche prudemment. À ce moment, la seule chose à faire, c'est de conserver sa stabilité pendant qu'il essaie de brancher la perche. Presque à court de carburant, avec plus seulement que quelques minutes de réserve pour réussir, TP établit le contact. Pour la compétition, Lockheed a prévu le système de ravitaillement standard de l'US Air Force. Alors que Boeing a choisi le système de la Navy. Maintenant que les bugs du logiciel sont éliminés, le X-32 de Boeing est de nouveau en l'air. Les avions de l'US Navy sont munis d'une sonde de ravitaillement qui doit se ficher dans un panier flottant dans l'air au bout d'un tuyau relié au ravitailleur. Mais au cours des premiers essais de ravitaillement, le panier oscille dangereusement à proximité des sondes de mesure montées dans le nez. Ces excroissances ne servent qu'à évaluer les performances du prototype et auront disparu sur la version de série. Mais si le panier les brise, elles peuvent être aspirées par l'entrée d'air du moteur, au risque de faire chuter l'avion. Et ce n'est pas le seul problème. Lorsque le panier accroche enfin la sonde escamotable, il ne s'engage pas proprement, envoyant du carburant partout excepté dans les réservoirs. Aux grandes dames de l'équipe Boeing, le ravitaillement en vol est éliminé comme étant trop dangereux. Pendant tout le reste de la durée des essais, le X-32 va devoir faire le plein au sol. Et l'avance qu'avait Boeing sur Lockheed s'évanouit. Chaque fois qu'ils doivent se poser et refaire le plein, ils perdent un temps précieux, car au même moment, le X-35 de Lockheed Martin est en l'air et poursuit méthodiquement son programme. Seul un objectif n'a pas encore été atteint par l'équipe Lockheed. En un mois d'essai en vol, l'avion est parvenu à la vitesse de Mach 0,98, juste en dessous du mur du son. Le programme GSF n'a pas exigé de démonstration en vol supersonique, comme il ne demandait pas non plus de ravitaillement en vol. Mais il ne reste que 3 vols d'essai pour cette version du prototype, et chez Lockheed, on tient à entendre le bang. Aujourd'hui, on essaie pour la première fois d'atteindre le domaine supersonique. Ce sera avant tout une victoire psychologique. L'équipe technique de chez Lockheed se bat depuis le début pour résoudre de petits problèmes exaspérants qui ont empêché l'avion de voler à vitesse supersonique. Mais à la fin d'une longue journée d'essai avec le pilote Tom Morgenfeld aux commandes, tout est oublié lorsque le X-35 passe le mur du son, brisé un demi-siècle plus tôt au-dessus de cette même base par le X-1, le premier avion expérimental américain. L'allumage de la post-combustion a fourni la poussée supplémentaire pour passer en supersonique. Voilà une fin réussie pour le premier mois d'essai des X-35. Lockheed, arrivé en retard dans l'arène, a tout rattrapé grâce à une performance remarquable pour un avion expérimental. 27 vols en 30 jours. Un mois plus tard, le X-32 de Boeing effectue son premier vol supersonique lui aussi. Les évolutions gracieuses de l'appareil et les résultats brillants des essais ont calmé les critiques qui le trouvaient si laid. Stimulés par la compétition, les deux entreprises ont poussé leur poulain à des niveaux de performance exceptionnels sur des machines expérimentales et dû constater
que leurs adversaires faisaient de même. Deux prototypes qui volaient plusieurs fois par jour. On n'a jamais vu ça avec des avions expérimentaux. Cela témoigne du talent de ces deux équipes d'ingénieurs. Cet avion réalisé par Boeing est beaucoup plus à la hauteur qu'on ne l'avait imaginé, surtout chez Lockheed. Je n'arrive pas à discerner lequel des deux appareils a l'avantage. À ce stade de l'épreuve, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont au coude à coude. Boeing et Lockheed ont bien compris que l'issue du concours, avec à la clé le plus gros appel d'offres militaires jamais lancé, va dépendre de la dernière exigence du JSF. Réussir, comme le Harrier, à se poser verticalement. Le grand magicien Houdini avait un jour fait disparaître un éléphant de 5 tonnes. Lockheed veut réussir un exploit plus spectaculaire encore, mettre en lévitation une masse 3 fois plus grosse, un avion de 17 tonnes, grâce à son révolutionnaire Lift Fan. L'issue de la compétition et peut-être même le sort de l'entreprise dépend de ce système qui n'a encore jamais fait ses preuves. Ils ont mis tous leurs œufs dans ce seul et unique panier. S'ils perdent, Lockheed Martin risque de disparaître en tant que constructeur d'avions de combat américains. Ils n'ont rien d'autre pour continuer à faire tourner leur chaîne de montage. Les techniciens de Lockheed installent le sous-ensemble du Lift Fan dans le X-35, espérant en faire cet étonnant engin hybride, un jet se posant verticalement. S'il n'a pas encore fait preuve de son efficacité, le concept est d'une élégance technique incontestable. 2 colonnes d'air, au lieu d'une seule sur le Harrier, vont équilibrer la descente de l'appareil. Une de ces colonnes est le flux du réacteur, orienté vers le bas par une tuyère orientable. L'autre est générée par le lift fan, relié au moteur par un arbre de transmission. La turbine aspire l'air au-dessus du fuselage et le souffle vers le bas. Un système ingénieux, mais qui exige que la symphonie des pièces en mouvement soit parfaitement orchestrée. Les ingénieurs de chez Lockheed ont choisi une solution très complexe. Si l'un des éléments mécaniques est défaillant lors d'une phase de vol en sustentation, le pilote n'a que très peu de temps pour s'éjecter. Ancien pilote de la Royal Navy ayant participé à la guerre des Malouines et aux opérations militaires en Bosnie, Simon Hargreaves va tenter le premier vol stationnaire sur le Lockheed X-35. Il s'y prépare depuis des années déjà. Mais aujourd'hui, pas de doute, il s'aventure dans l'inconnu. Personne n'a encore essayé de modéliser un système de propulsion aussi complexe que celui-ci, aussi intégré. Peut-être y aura-t-il des domaines où l'avion ne répondra pas comme je m'y attends. Les essais d'atterrissage vertical se feront au-dessus d'un puits de sustentation, une surface recouverte de grilles et profonde de 3 mètres. Un système conçu pour réduire les risques que le réacteur n'ingère ses propres gaz d'échappement. C'est un risque que les pilotes de Harrier connaissent bien. Si les gaz brûlants qui servent à la sustentation sont à nouveau aspirés par les entrées d'air du réacteur, le moteur s'étouffe. L'évacuation des gaz brûlants par les côtés du puits de sustentation offre un minimum de protection. C'est parti. 70%. Allez! Allez! Hargreaves s'immobilise à 6 mètres du sol. Avec ses 17 000 kilos, c'est le plus gros avion de combat maintenu en vol stationnaire. Le lift fan fonctionne sans incident et génère même 750 kg de poussée de plus que prévu. C'était incroyable. Recommençons. Génial.
Après 2 années passées à essayer de rattraper Boeing, l'équipe Lockheed a désormais quelques raisons d'afficher son habituelle assurance. Nous n'avons jamais douté de toute la durée de ce programme que nous avions la machine qu'il fallait avec le système de propulsion adéquat. Et nous avons toujours eu pitié de notre concurrent. Moi, j'ai jamais eu pitié d'eux. Le lift fan fonctionne, mais Lockheed n'a encore jamais essayé la délicate manœuvre de conversion, c'est-à-dire passer du vol horizontal à l'atterrissage vertical, avec l'incroyable danse de pièces mobiles que cela implique. Le matin même où le X-35 de Lockheed effectue son décollage vertical, Boeing a prévu une démonstration spectaculaire de son propre système de sustentation. Le second prototype de la firme a été transporté sur la côte Est. La proximité de Washington, des décisionnaires et des groupes de pression peut toujours servir, mais l'avantage réel est ailleurs. L'atmosphère au niveau de la mer est plus dense qu'à la base d'Edwards située en altitude. Et une densité plus forte améliore les performances du réacteur. VMS, talk to me, Rose, and I gotta do a Au cours de cet essai du système à sustentation directe, Boeing espère faire mieux que Lockheed. Le pilote d'essai Dennis O'Donoghue va commencer en vol horizontal et ralentir l'avion jusqu'à l'immobiliser en stationnaire dans le ciel. En réduisant sa vitesse, la voilure ne porte plus et toute panne du système provoquera la chute de l'appareil. Pour donner une chance à O'Donoghue de pouvoir s'éjecter, Boeing a déjà effectué des tests à des altitudes plus élevées, essayant progressivement de descendre de plus en plus bas en volant de plus en plus lentement. Maintenant, après 43 vols, Boeing est prêt à tenter le tout pour le tout, vitesse 0 dans l'air. Je suis dans tous mes états. La famille du pilote est parmi les spectateurs. C'est un événement historique. Les garçons sont tout excités. Je crois que Dennis a dormi. Il en avait besoin. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. Regarde l'avion de papa. À 60 mètres au-dessus de la piste, O'Donoghue ralentit doucement et se met en sustentation, immobile. Un avion de 14 tonnes suspendu dans le ciel. Ici l'Irlandais. Tout va bien ici. Oui, les performances en stationnaire sont excellentes. Les chiffres sont bons. Vous savez, pilote? Eh bien, vous êtes mon héros. Pas mal, hein? Beau travail. Félicitations. Quelle journée. Je suis là hurlant et applaudissant. J'en pleure de voir tout ça. Ce jour-là, le X-32 passe 4 fois en vol stationnaire, dont une pendant 2 minutes et demie. Et pour démontrer à quel point l'appareil est manœuvrable, le pilote exécute une rotation parfaite de 360 degrés. C'était formidable. Brendan a dit que c'était mieux que dans la guerre des étoiles. Et pour lui, c'est quelque chose. Un mois plus tard, Boeing est prêt pour un vol historique. Si tout fonctionne comme prévu, le X-32 deviendra le premier avion de combat depuis le Harrier à passer du vol normal à l'atterrissage vertical. Pour cette mission risquée, Boeing a décidé d'utiliser aussi un puits de sustentation, afin de réduire la possibilité d'ingestion de gaz chaud par le réacteur au cours de la manœuvre. Pour augmenter la marge de sécurité, les ingénieurs de chez Boeing ont fait retirer quelques éléments extérieurs afin d'alléger l'avion.
À ceux qui les accuseront de tricher, les techniciens de Boeing répondront que la prochaine version qu'ils n'ont pas eu le temps de construire, mais qui sera leur proposition finale de JSF, pèsera 750 kg de moins. Dennis O'Donoghue est à nouveau dans le cockpit pendant que le directeur des essais en vol, Howard Goffus, suivra du sol le déroulement de la mission. Nous avons encore quelques inconnus. Nous savons que nous pouvons le faire, nous l'avons déjà fait. Nous avons une petite expérience, mais une seule défaillance et la journée finira mal. Ok, je suis à 15 mètres, on y va. Approchant du puits, le Boeing X-32 s'immobilise et commence à descendre doucement. En cas de catastrophe, O'Donoghue est maintenant trop bas pour s'éjecter. T2. T2, attention. T2 en sustentation. Attention. Soudain, en salle de contrôle, on pressent un problème. Le réacteur a dû aspirer les gaz brûlants des tuyères et il perd de la puissance. O'Donoghue sent que l'arrière bascule, mais il est trop tard pour annuler. À 6 mètres du sol, quelques secondes avant la catastrophe, les gaz se dissipent et le réacteur récupère assez de poussée pour poser l'appareil en douceur. Excellent atterrissage. Il a touché le sol, c'est bien. Mais il y a eu ce problème qui n'a duré qu'un instant. D'accord, on a fait notre premier atterrissage vertical, mais que s'est-il passé? Sur la piste, personne ne s'est rendu compte de l'incident. En analysant les données, l'équipe d'essai pense qu'une des mesures prises pour augmenter la sécurité, le puits de sustentation, est peut-être la cause même du problème. Il n'y a pas de vent de travers pour éliminer le flux d'échappement. Les gaz chauds se sont peut-être accumulés et ont rebondi vers le haut. Ils décident donc de tenter un second atterrissage vertical, mais sur une piste en dur. Nous avons décidé de faire un atterrissage vertical sur le béton. On a revu tous les chiffres, modifié les réglages, mais on sait que la même chose pourrait se produire ici. La seconde tentative se déroule sans encombre. Tout le monde est soulagé. Mais une semaine plus tard, au cours d'un autre atterrissage vertical, une vieille connaissance refait son apparition. Calage brutal à la suite d'une ingestion de gaz brûlant juste au-dessus du sol. Un incident courant chez les Harriers. Les ingénieurs de Boeing ont prédit que cela pouvait se produire et ont en conséquence modifié leur projet final. Mais ils décident de ne pas prendre de risques et d'arrêter les essais du système de sustentation directe. Un mois passe. Boeing a effectué tous les essais et rempli toutes les conditions posées par le Pentagone, en avance sur son concurrent. C'est une étape majeure. Si quelque chose inquiète la direction de Boeing, il ne le montre pas. Je suis confiant. Nous sommes les premiers de la classe pour l'instant et j'ai bien l'intention d'y rester. Le prototype Lockheed doit maintenant montrer à son tour qu'il est prêt à effectuer la conversion, passer du vol horizontal en vol stationnaire, puis se poser verticalement. Nous devons démontrer que l'on peut se poser sur une surface solide. Il faut s'assurer que les performances sont là et les qualités de vol. Il faut qu'on soit certain de maîtriser les effets de sol, comme l'ingestion de gaz brûlant, et prouver qu'on peut se poser sur une surface normale sans problème et sans détériorer le sol. À 300 mètres d'altitude, Simon Hargreaves engage le lift fan et commence à ralentir. Avec le souffle d'air à l'avant et le flux du réacteur à l'arrière, le Lockheed X-35 flotte sur près de 20 tonnes de poussée. Ce système évite les problèmes de la sustentation à poussée directe du Harrier et du Boeing X-32. L'air froid du lift fan
constitue une barrière invisible empêchant le réacteur de s'étouffer avec ses propres gaz d'échappement. Après 2 minutes de vol stationnaire, Hargreaves réduit graduellement les gaz et guide en douceur l'avion jusqu'au sol. C'est magnifique, aucun problème.